Bonjour, moi je m'appelle Imen. Moi je m'appelle Sarah. Moi je m'appelle Noah. Et moi je m'appelle Elena. Donc voici notre question pour vous. Donc, comme nous l'avons remarqué tout au long de notre lecture de votre livre qui s'intitule Communauté, Société et Culture, vous semblez être fasciné par les différentes sociétés que vous avez pu rencontrer, en particulier avec les Barouya de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous vous interrogez ainsi sur la fabrication de l'histoire, des sociétés dans l'histoire, ou encore sur la constitution des rapports sociaux qui rassemblent des groupes humains, à la page 8. Entre 1966 et 1988, vous avez vécu près de 7 années parmi les Barouya et vous avez donc également été témoin des différents changements qui ont eu lieu chez eux, par exemple dans leurs pratiques religieuses. Du coup, nous nous demandons si durant votre étude de la société des Barouya et au cours de tout ce temps, vous passez avec eux, vous aviez éprouvé l'envie de l'intégrer définitivement. Si oui, pouvez-vous nous dire quels sont les points qui vous donnaient le plus envie de l'intégrer? Et sinon, qu'est-ce qui vous a empêché de rester avec eux? Est-ce que lors de vos incursions, vous avez pu éprouver l'envie de faire définitivement partie des Barouya? Non. Non. Je ne pouvais pas... Je sais pas... Je ne pouvais pas adhérer... Pour faire partie de... Il faut accepter les règles de la société et les représentations dominantes de cette société. Donc là, c'était une société de domination masculine, comme j'ai montré, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai rencontré, quoi. Et puis, justement, le fait de ne pas croire en ce qu'ils croyaient dévalorise toute possibilité de pouvoir s'identifier quand même. Alors, l'identification que j'ai pratiquée, c'est du boulot, quoi. On ne peut pas travailler des années comme moi sans s'identifier, mais je me suis identifié intellectuellement, en comprenant les raisons de leurs actions, dans leur forme de pensée. Je pouvais même deviner avec qui ils allaient, selon les règles du mariage, se marier, ou les raisons des crimes qu'ils ont commis quand j'étais là. Mais je ne pouvais pas devenir autre que je n'étais, quoi. C'est pas, donc, il y a des anthropologues qui épousent une femme locale, se déshabillent, s'habillent en indien, apprennent à chasser, ils sont passés de l'autre côté. Il y a quelques-uns qui sont passés de l'autre côté, mais qui ont écrit ensuite les coutumes de l'autre côté. Donc, ils ont voulu laisser un dépôt scientifique quand même de leur passage. C'est possible. En tout cas, pas pour moi. Nous nous interrogeons sur le rapport entre votre travail de chercheur et de scientifique en anthropologie et votre orientation personnelle en matière religieuse. Dans plusieurs de vos conférences, vous faites allusion au fait que vous étiez catholique lorsque vous étiez plus jeune. Vous expliquez aussi qu'avec tant d'exemples de mythes et de religions dans la tête, il vous est impossible de continuer à l'être. Est-ce vos recherches sur les différentes réalités culturelles, religieuses et sociales qui vous ont amené à vous détacher du catholicisme, voire à rompre radicalement avec celui-ci? Après l'avoir abandonné, avez-vous rejoint une nouvelle religion? Cette question est importante à nos yeux car nous nous demandons comment les recherches en anthropologie ou plus généralement en sciences sociales, en nous confrontant à d'autres manières de voir, de penser, d'agir ou de sentir, peuvent influencer ou déterminer notre orientation religieuse personnelle. Comment l'expérience et la connaissance de l'anthropologue déterminent ou influencent son orientation religieuse ou l'absence de religion, si on peut dire. Voilà une bonne question. Parce que moi, ayant été élevé très pieusement au collège Notre-Dame de Cambrai, donc j'ai été élevé dans le catholicisme avec
Mes parents n'avaient pas voulu me mettre au lycée parce que les curés leur avaient dit que c'était des gens sans foi ni loi. Au lycée, c'était des professeurs avec des enfants d'avocats, de médecins qui ne croyaient pas en Dieu. Donc mes parents étaient modestes. Les curés les ont convaincus que je devais aller à l'école des curés. Et donc au début, j'étais à l'école des frères des écoles chrétiennes pour les pauvres. Et ensuite, paraît-il, j'étais brillant, donc on m'a fait entrer au collège Notre-Dame de Grâce, qui était privé, c'était plutôt pour la bourgeoisie chrétienne, pour les propriétaires agricoles. Et donc mes parents ne pouvaient pas payer. Donc le contrat que j'ai appris plus tard, c'est que à partir de la première, je serai surveillant d'études pour rembourser mes études et en philo, etc. Alors le fait que je sois devenu anthropologue, mais même avant, au début quand j'étais jeune philosophe, j'ai eu une sorte de crise socio-religieuse. J'ai écrit d'ailleurs un petit cahier que j'ai perdu. Et c'est dommage, dans toutes mes migrations. J'ai eu une nuit de... comment dire, comme Rilke, tout ça, je ne sais pas. J'ai dit, mais Dieu ne peut pas exister. Ou s'il existe, il doit, puisque c'est un Dieu d'amour et de charité, aider mes parents qui sont pauvres. Donc je rejette ce Dieu. En tout cas, bon. Et donc là, je me suis détaché du christianisme, même comme ça. Et je me suis tourné vers un changement de l'homme, le communisme et tout, parce qu'à l'époque, on ne savait pas tout ce qui se passait en URSS. On pensait que c'était la construction d'un monde sans Dieu, mais au moins avec la libération du peuple, la non-exploitation du peuple, etc. Donc on était jeunes à l'époque. Mais en fait, j'ai maintenant 10 ou 12 religions dans la tête. Donc, je sais qu'elles sont toutes vraies pour ceux qui y croient. Je sais qu'elles sont toutes des fantasmes partagés. Donc je ne peux pas dire que... Donc ça, c'est plus que quitter le catholicisme parce que ma famille est pauvre et que Dieu d'amour aurait pu faire un geste. Mais bon, là c'est maintenant, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup étudié de formes de religion, vécu dans beaucoup de rites moi-même, partagés. Et donc je sais que j'ai vécu les fantasmes collectifs. Et je n'ai jamais critiqué les gens pour leur religion. On ne peut pas venir vivre avec des gens, étudier leur culture et dénier cette culture en même temps, c'est pas possible. Mais ma connaissance, c'est que toutes les religions ont des invariants qui sont des imaginaires. Et donc, en tant qu'anthropologue, apprendre et découvrir les imaginaires permet de sortir de la croyance que les imaginaires sont des réalités, sont réels, quoi, c'est tout. Ils sont réels en termes de mosquées, de rites. Ils sont devenus socialement et matériellement réels. Mais le point de départ intellectuel qui est la représentation, avec une croyance attachée à une représentation, c'est fini pour moi. Ce sont des croyances, ce sont des représentations auxquelles je peux, moi, n'attacher aucune croyance, tout en les respectant et en essayant de les comprendre. Donc c'est un travail, c'est du travail. Mais évidemment, déjà, la laïcité à la française, c'est difficilement compréhensible, parce que les gens croient que la laïcité signifie la suppression de la religion. Non. C'est le fait que le pouvoir ne doit pas être inspiré par une religion. Mais pourquoi?
parce que nous sommes le seul pays au départ à avoir dit que le peuple est souverain. Il n'y a pas d'autre souverain que le peuple, ce qui nous met en contradiction avec l'islam, puisque dans l'islam, seul Dieu est souverain. Et les hommes d'État sont simplement des lieutenants de Dieu sur terre. Ça nous met en contradiction avec beaucoup de cultures. Mais on est presque les seuls, parce que même aux États-Unis, on jure sur la Bible et pas sur la Constitution, ce qui est incroyable d'ailleurs, ce qui veut dire un compromis profond. Et en Angleterre, la reine d'Angleterre, elle est à la tête de l'Église anglicane, donc elle combine religion et politique, là, depuis la séparation de l'Angleterre avec le pape. Bon, donc c'est très difficile pour un Américain de comprendre que la laïcité à la française. Alors, bon, donc on peut pas. L'expérience, la connaissance qu'un anthropologue peut avoir, au moins moi, ça m'a non pas séparé du catholicisme, mais ça m'a pris la vraie distance par rapport à toute religion possible. Et donc ça me permet de les étudier, de les respecter et de ne pas y croire. Ouais. Bonjour, je m'appelle Thelma et notre question d'aujourd'hui est: si une culture consiste en manière de penser, d'agir et de sentir, et que différentes formes d'existence sociale en résultent qui orientent la manière de voir d'un individu, est-ce qu'il est possible pour un occidental, par exemple, de s'adapter et même d'être convaincu par une autre culture que la sienne? Une culture qui en serait très éloignée, comme celle des Barouya, en adoptant ainsi une nouvelle manière de penser et de vivre en communauté. Vous écrivez aussi que pour un Barouya, l'ethnie constitue une communauté de culture et de mémoire, mais non une société. Nous nous interrogeons sur la capacité d'un individu à changer de culture et à en adopter les coutumes, bien que les rapports sociaux entre individus y soient fort différents de ceux de sa culture d'origine. Une personne étrangère aurait-elle du mal à s'intégrer et à être intégrée dans une communauté telle que celle des Barouya? Un individu peut-il réellement changer de culture et en adopter les coutumes, bien que les rapports sociaux? Alors, je dis que, à la limite, je pourrais vivre, moi, en Espagne. Hein, je parle espagnol, j'aime cette société. Quand j'étais jeune, je buvais beaucoup de bon vin. J'aimais la musique, mais j'aurais pu vivre là-bas. Moi, j'ai été beaucoup de fois en Amérique. On m'a offert la poste de professeur à Harvard, donc top. Et j'ai refusé, donc c'est impossible pour les Américains. Alors, quand je suis rentré, j'ai dit à Lévi-Strauss que j'avais refusé la poste à Harvard. Il m'a dit, bah, écoutez, vous avez fait comme moi. Moi, j'avais refusé aussi. Moi, je ne savais pas, hein, je n'ai pas fait ça pour l'imiter. Mais j'avais répondu aux Américains, je ne veux pas être un prince chez vous et ne rien être chez moi. Donc merci pour votre offre magnifique, vraiment. À 34 ans, être nommé avec ténure pour la vie entière à Harvard, c'était ce que les Américains convoitent tous. Et donc, paraît-il, j'ai été une légende après pour mon refus, d'autant que j'avais été très grossier vis-à-vis des Américains. J'aurais dit, écoutez, vous voulez de moi parce que je suis français, structuraliste, marxiste, etc. Prenez Angela Davis à ma place. Elle est femme, donc vous gagnez. Elle est marxiste et elle est américaine, donc oh là là, et pareil, c'était très, très grossier. C'est vrai, je l'ai reconnu plus tard, c'était très grossier. Je pouvais refuser sans leur dire « prenez Angela Davis », en passant. Alors, est-ce que un individu... Non, donc je pense que
sauf en cas de conversion. Par exemple, Garaudy, membre du Parti communiste, s'est converti à l'islam et il est mort en Égypte. Alors, il faut le faire. Hein. Passer du Parti communiste, de Marx, Engels, Staline, à l'islam, bon, ça peut arriver. Mais c'est toujours des individus qui passent de l'autre côté. On ne voit pas, sauf obligation, hein, par exemple, le chiisme qui est dominant a été imposé par le Raja de l'époque, le Shah de l'époque, qui pour se distinguer des sunnites, alors que la population était majoritairement sunnite, a choisi comme religion d'État le chiisme. Ce qui a jusqu'à maintenant séparé l'Iran de tous les autres peuples, avec leur fierté d'être chiites. Hein. Et donc, pourquoi? Parce qu'ils se réclament d'Ali, donc de la dynastie du prophète, tandis que les sunnites se réfèrent à Omar, premier compagnon de Mohammed. Et donc, c'est une question de prise de pouvoir sur l'islam. C'est un conflit de pouvoir. Parce que Ali, c'était un cousin, en prenant la généalogie type bédouin, qui avait épousé la fille. Et donc c'est normal, donc il était doublement par alliance et par consanguinité, si on peut dire. Donc en termes de pouvoir, c'était à lui que ça devait revenir. Or, à la mort du prophète, les compagnons se sont réunis, ont écarté Ali, et Ali a été tué ensuite par des compagnons, bien sûr. D'où la querelle éternelle entre sunnites et chiites. Ça n'a rien à voir avec un grand problème religieux, c'est un problème. C'est pour avoir le pouvoir sur le monde de l'islam, qui est immense, le monde de l'islam. Depuis l'Inde, l'Indonésie jusqu'au Maroc. Les gens, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça représente. Et maintenant, c'est une partie de l'Afrique. Dans la 6e partie de votre livre, Communauté, société, culture, 3 clés pour comprendre les identités en conflit, vous évoquez l'histoire de la tribu des Barouya et les différents événements et les transformations qu'elle a traversées. Un événement clé survient en 1975, lorsque les Barouya deviennent des citoyens de Papouasie-Nouvelle-Guinée, car celle-ci vient d'accéder à l'indépendance. Nous nous pouvons poser la question suivante. Dans quelle mesure les cultures et les sociétés étrangères ont-elles influencé cette tribu ? Il nous paraît important et nécessaire de se la poser, car nous pouvons penser que l'évolution d'une culture est due aux transformations causées par l'intervention des sociétés étrangères. Dans le même ouvrage, vous écrivez que la société barouiane n'a pas alors disparu, mais elle a cessé d'être une société souveraine pour devenir un groupe territorial local. Cela nous laisse penser que ce changement est largement dû à l'intervention d'une ou de plusieurs autres sociétés. Dans quelle mesure peut-on dire que les cultures étrangères ont influencé la tribu des Barouya? Avant l'arrivée des Européens, très peu d'influence. Pourquoi? Parce que les Barouya étaient au cœur à l'intérieur d'un ensemble ethnique de 11 groupes parlant des langues presque semblables. Ils n'ont pas été en contact, sauf dans les bordures de ces 11 qui étaient en contact avec d'autres cultures. Ils ont pris des rites. Par exemple, chez les Barouya, il est bien connu qu'ils pratiquaient l'homosexualité rituelle et le culte du soleil. Mais dans les groupes sud, les encavés, il n'y avait pas d'homosexualité masculine. Et le culte du soleil n'existait pas en même temps. Enfin, il y avait un culte du soleil, mais ce n'est pas le même, quoi.
parce qu'ils avaient été en contact avec les groupes papous du sud. Les Barouya, eux, ils étaient au cœur d'un système ou de groupes équivalents et parlant des langues pratiquement entre Barouya, Wantekia, Usarampia, Angers, c'était Yuwarande. C'était tous, on parlait la même langue, quoi. C'est les Européens qui ont fait un tsunami, quand même. Hein. Vous arrivez, les Européens arrivent, ils conquièrent militairement la place. S'il y a une résistance, on tue ou on met en prison des gens. Vous ne savez pas ce que c'était que la prison. Je m'appelle Lola. Dans votre livre, La production des grands hommes, pouvoir et domination masculine chez les Barouya en Nouvelle-Guinée, vous mettez l'accent sur l'analyse de l'asservissement féminin et de la supériorité masculine. Compte tenu de cette dimension structurante, pensez-vous que les Barouya pourraient continuer à exister en tant que société si la domination masculine y avait plus court? Alors, pouvoir et domination masculine, vous mettez l'accent sur l'asservissement masculin. Est-ce que les Barouya pourraient continuer à exister? Non. La domination masculine, elle change beaucoup. Elle s'efface en partie sous l'action de l'Occident, sous des formes que vous devez comprendre. Les Occidentaux, là-bas, ont envoyé des missions américaines, allemandes pour christianiser. Bon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes femmes, paraît-il, qui refusent d'être échangées. Elles veulent du pognon, pour elles et pour leur clan. Okay. Mais en même temps, elles refusent la fellation qu'elles faisaient autrefois obligatoirement au moment du mariage et après, puisque c'était dans l'imaginaire, le sperme d'un homme devient le sang, le lait menstruel. Appropriation du corps des femmes, incroyable dans l'imaginaire. Donc il semble actuellement qu'il y a beaucoup de femmes refusent et l'échange des femmes, donc entrent dans l'économie d'argent, argent contre personne, et les rituels de fellation symbolique, pas symbolique, mais qui montraient que elles étaient dans leur corps une dépendance des hommes. Il paraît qu'il y a une rupture maintenant pour beaucoup. Donc petit à petit, ça va se déliter. Et surtout, je vais vous donner le secret le plus profond des Barouya. Ça m'a été révélé très tardivement. J'ai observé et décrit, résumé dans le bouquin et des articles, toutes les formes de domination. La propriété du sol appartient aux hommes et pas aux femmes, etc. etc. Mais quand j'ai discuté avec le grand maître des chamans, il m'a dit la chose la plus profonde, qui éclaire un peu les débats sur le féminisme et tout. Il m'a dit ceci, Maurice, et voilà. C'est nous qui avons, au départ, c'est les femmes qui avaient le pouvoir. C'est elles qui vont inventer les arcs, les flèches, etc. C'est les femmes qui nous ont habillés presque, qui ont inventé la parure des hommes et tout. Et c'est les femmes qui font les enfants. Au début, sans hommes. Et donc, tout a commencé quand un de nos ancêtres a volé les flûtes sacrées. Et moi, je suis maintenant en partie initié, donc la flûte, c'est l'équivalent du vagin et de la matrice féminine.
Et donc, le mythe est remarquable parce qu'il dit que les femmes jouaient des flûtes tout le temps, mettaient ça, la flûte, sous leur jupe menstruelle. Et donc un homme, un jour, a écouté et a osé pénétrer dans la... Enfin, pour un homme, pénétrer, c'est impossible. Donc lui, il a fait la transgression, il a pénétré, et il a volé la flûte sous la jupe menstruelle, donc avec le sang. Et il a joué de la flûte. Il a caché ensuite la flûte. Quand la femme est revenue, elle a voulu jouer de la flûte ne marchait pas. Il y a deux versions du mythe. La flûte ne marchait pas et elle l'a donnée aux hommes, et l'autre, la flûte ne marchait pas, mais elle l'a jetée et les hommes l'ont ramassée. Et c'est eux qui ont après pu jouer de la flûte. En fait, jouer de la flûte, ça veut dire qu'ils vont inséminer les garçons. Après l'initiation, les aînés 3e et 4e inséminent de leur sperme les jeunes de 9 à 15 ans. Quoi. Premier et deuxième stade. Mais ce que m'a dit, et la phrase la plus importante, c'est que, Maurice, si on n'initiait pas les hommes, si on ne les faisait pas dominer les femmes, comme on fait tout le temps, les pouvoirs qu'on a volés aux femmes repartiraient dans le corps des femmes. C'est à eux, c'est à elles que les pouvoirs appartiennent. Nous, on est des usagers, on n'est pas des propriétaires. Si on abandonnait la domination masculine, les pouvoirs repartiraient. C'est les femmes qui domineraient les hommes. Donc en fait, ces gens qui pavanent, pour les hommes c'est supérieur aux femmes et tout, ils ont une peur. Ils vivent dans la peur permanente que les pouvoirs pourraient repartir dans le corps des femmes. Donc en fait, ces gens qui manifestent beaucoup de formes d'autorité, de violence sur les femmes, ils vivent dans la peur d'une violence ontologique presque, que comme les choses appartiennent aux femmes, putain, si elles voulaient se réapproprier leur pouvoir, nous on est foutus, quoi. Et ça, c'est une leçon philosophique incroyable d'avoir cette pensée. C'est une pensée d'une puissance de légitimation de la domination masculine, mais aussi d'aveu de la limite, d'aveu des limites. Et moi, quand le grand maître m'a dit ça, j'ai mis ça dans mon livre, et ça m'a permis de réfléchir énormément sur ce que c'est que la domination masculine. Chacun a des grands appareils idéologiques comme ça. Mais il faut savoir les lire. Et moi, je vois que, en tant qu'anthropologue, j'ai la capacité de lire. J'ai appris à lire, à décoder des codes. Enfin, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Déborah. Ma question c'est, est-ce que vous auriez une idée du raisonnement que vous auriez pu avoir sur comment on est une société si vous n'auriez jamais exploré la société des Barouya? Est-ce que vous auriez une idée du raisonnement que vous auriez pu avoir, comment on est une société? Non. La société des Barouya, moi je ne pouvais pas deviner qu'elle est née d'un massacre. Donc les mecs se sont réfugiés, ils ont été abrités, hospitalisés, abrités par un clan des Angers, et avec le clan des Angers, au bout d'un moment, et pour tout, la phrase que j'ai comprise avec du moment, parce que beaucoup de fois les Barouya me disaient « mais ça fait 10 fois qu'on t'explique, tu ne comprends rien de ça ». C'est vrai, c'est dur
comprendre les schèmes de pensée. Et donc, je reposais les mêmes questions, donc on m'engueulait, tu comprends rien, quoi. Et dans mes notes, j'ai retrouvé qu'un jour, les Barouillas m'avaient dit, écoute, au début on est arrivé, on nous a donné de la terre, on a pu échanger des femmes, donc c'était bien pour nous. Et on a vu que les gens produisaient du sel qui était une monnaie, donc ça nous a intéressés. Mais quand on a initié nous-mêmes, c'est-à-dire nous Barouillas, on a initié notre chimia, c'est-à-dire la grande, on est devenu une société. On s'est pensé, avec la complicité de ceux qui nous avaient hébergés, on a tué les autres et on a pris leur territoire. Donc c'est le deuxième massacre. Ils ont été massacrés, et après, ils ont massacré. Et donc ils avaient été expulsés, ils avaient fui de peur, une partie de leur jeunesse avait été tuée. La légende dit que le sang des initiés Barouillas, ils n'étaient pas des Barouillas à l'époque, coulait de partout, quoi. Bon. Donc ça, en fait, c'est un coup classique chez eux. Quand une dissension se faisait dans une tribu, on appelait les ennemis, on leur disait « dites-moi, venez faire le boulot ». Et c'est les ennemis qui venaient en accord avec la majorité de la tribu pour liquider un clan qu'on ne voulait plus, quoi. Bon, donc j'ai vu ça plusieurs fois déjà. Donc ça, je connais la géopolitique. Donc ça correspondait à quelque chose. Et donc, la naissance d'une société, c'est par deux massacres. Un subi, un agi. Mais après, pour qu'il y ait société, il faut construire la chimia qui est ce qu'ils disent le tout, quoi, représenté, puisque le chaume, c'est la peau de la tribu, et on peut dire les poutres, tout, c'est les os. Donc ils ont créé au lieu de créer une mosquée, ils ont créé la chimia, qui est un emblème matériel symbolique du tout. Tandis que la mosquée, c'est pour les Oumma, c'est pour tous les musulmans du monde, c'est pas propre à la Syrie ou n'importe. C'est pareil pour l'église chrétienne. Hein, c'est pas... Donc en fait, pour dire les choses, il faut partir plus haut, plus loin, et carrément dire aux étudiants que les hommes n'ont jamais inventé la société. On est une espèce sociale comme les bonobos, on est l'espèce des primates la plus développée, produite par la nature. Donc on n'a pas à fonder la société par des liens sociaux, c'est des conneries tous ces débats, cela n'a pas de sens. On est né une espèce sociale de chasseurs-cueilleurs. C'est tout. Et avant nous, il y avait les Néandertaliens chasseurs-cueilleurs, les Denisoviens chasseurs-cueilleurs. On est né comme une des... Bon, et peut-être, dit-on, ça avait servi un peu au développement. Et donc on a eu des opérations mentales, de production de rapports sociaux, de production d'outils plus complexes que les autres. Parce que ça, donc, voilà, il faut dire que les hommes n'ont pas créé la société. On est une espèce naturellement sociale. Donc il faut reprendre la nature. Maintenant on découvre plein d'espèces qui ont été parallèles à la nôtre, qui ont disparu quand la nôtre est devenue la dominante. Bon. Ça, aller expliquer ça à un pope, il va refuser. Expliquer la paléoanthropologie, vérifier scientifiquement à un prêtre, à un pope, à un mollah, il refuse, il refuse.
Donc la vérité scientifique démontrée maintenant, c'est quand même prodigieux d'avoir découvert progressivement les Néandertaliens, Homo sapiens, Homo gracilis, etc., etc. C'est quand même prodigieux de ces découvertes paléontologiques et archéologiques, mais c'est complètement refusé par les religions.